profiter de l'histoire suivante. La femme prétendait avoir fait du bénévolat à l'église toute la journée. Alors je l'ai suivie jusqu'à l'église et j'ai découvert qu'elle me trompait avec son petit ami d'école et qu'elle est enceinte de son bébé. Je commencerai en disant que ma mère a toujours profondément désiré avoir une fille. C'était quelque chose dont elle avait rêvé aussi longtemps que je me souvienne. Son excitation était palpable lorsque mes parents ont découvert qu'ils attendaient leur premier enfant, qui se trouvait être moi. Cependant, tout a changé au moment où elle a appris que j'allais être un garçon. Elle était extrêmement déçue, et cette déception n'était pas quelque chose qu'elle gardait pour elle. En fait, elle m'a raconté cette histoire à de nombreuses reprises tout au long de ma vie, me précisant qu'elle avait toujours souhaité un autre dénouement. Mes parents avaient prévu d'avoir d'autres enfants car ma mère en particulier avait le cœur mis sur le fait d'avoir une fille. Malheureusement, la vie en a décidé autrement. Après ma naissance, ma mère a commencé à souffrir de complications de santé graves qui, au beau-père des ans, l'ont rendue incapable de porter un autre enfant. L'idée de ne jamais pouvoir concevoir à nouveau a été dévastatrice pour elle. Je ne peux qu'imaginer le poids émotionnel de cette perte, et c'est une peine qu'elle porte encore aujourd'hui, j'imagine. Ça a dû être une réalisation incroyablement douloureuse pour elle que le rêve d'avoir une fille ne se réaliserait jamais. Dans les années qui ont suivi, ma mère parlait souvent de son désir ardent d'avoir une fille, un sentiment qui semblait s'intensifier avec le temps. Je remarquais comment elle chérissait mes cousines, leur prodiguant de l'affection et de l'attention qui semblait être l'expression de l'amour maternel qu'elle avait toujours espéré donner à sa propre fille. Que ce soit par des cadeaux supplémentaires, de l'affection, ou simplement par la façon dont elle les traitait, il y avait une nette différence dans sa relation avec elle par rapport à moi. Étrangement, ce comportement ne me dérangeait pas vraiment pendant une grande partie de ma vie. J'avais accepté que c'était simplement ainsi que ma mère était. Oui, bien sûr. Voici la traduction du texte en français. Je savais qu'elle m'aimait, et dans l'ensemble, j'étais en paix avec cela. Jusqu'à ce que mon ex-femme, Sophia, entre en jeu. Sophia était la fille de la meilleure amie perdue depuis longtemps de ma mère du lycée, quelqu'un avec qui ma mère avait renoué le contact après de nombreuses années sans nouvelles. Lorsque ma mère rencontra Sophia pour la première fois, elle fut surprise par sa beauté et devint instantanément obsédée par l'idée que Sophia serait la partenaire parfaite pour moi. À ce moment-là, j'étais célibataire, et ma mère avait été plutôt inlassable dans ses efforts pour me présenter à diverses femmes, mais aucune de ses tentatives n'avait vraiment fonctionné. Cette fois, cependant, elle était déterminée et insistante. Elle me disait sans cesse à quel point Sophia était éblouissante et merveilleuse, à quel point nous nous compléterions mutuellement, et finalement, cela devint presque une obsession pour elle. Pendant des semaines, j'ai enduré ces tentatives constantes pour nous rapprocher, et finalement, j'ai cédé. Honnêtement, à ce moment-là, j'ai accepté le rendez-vous à l'aveugle plus pour calmer ma mère que par réelle curiosité ou intérêt. Je voulais juste qu'elle cesse de parler de Sophia et me laisse vivre ma vie. Lorsque j'ai enfin rencontré Sophia, ma première impression correspondait à tout ce que ma mère m'avait dit d'elle, sans aucun doute, incroyablement belle. Mais au fur et à mesure de la soirée et de notre meilleure connaissance mutuelle, j'ai réalisé qu'il n'y avait pas beaucoup de substance sous sa beauté. L'une des premières choses que j'essaie toujours de savoir chez quelqu'un, ce sont ses motivations, ses objectifs et ses rêves pour l'avenir. Quand j'ai demandé à Sophia ce qu'elle voulait faire de sa vie, sa réponse m'a surpris. Elle m'a dit, sans hésitation, que son rêve était d'être mère au foyer. C'est à ce moment-là que j'ai ressenti un sentiment de déconnexion. Ce n'est pas qu'il soit mal de vouloir fonder une famille, mais à ce moment-là de ma vie, j'avais des ambitions très différentes. Je ne pensais même pas encore à avoir des enfants. Je ne m'attendais pas à ce que cela arrive de si tôt et je pensais être avec quelqu'un qui avait des aspirations au-delà de simplement fonder une famille. Naturellement, je lui ai demandé ce qu'elle prévoyait de faire en attendant d'avoir des enfants, et sa réponse m'a laissé encore plus perplexe. Elle a simplement répondu qu'elle voulait être femme au foyer. Je la regardais perplexe alors qu'elle expliquait que sa mère avait toujours été femme au foyer aussi loin qu'elle se souvenait, jusqu'à ce que son père décède, et que, à ses yeux, c'était le secret du mariage réussi de ses parents. Bien que je puisse respecter que cela fonctionnait pour sa famille, cela semblait complètement différent de ce que je recherchais chez un partenaire. Je voulais quelqu'un avec de la passion, quelqu'un motivé par un sentiment de but que ce soit dans une carrière ou une quête personnelle. L'idée que quelqu'un veuille être conjoint à la maison dès le début ne correspondait pas à mes valeurs. À l'époque, Sophia et sa mère vivaient chez leur oncle, qui prenait en charge toutes leurs dépenses puisque sa mère ne voulait toujours pas travailler. Quand je suis rentré de ce premier rendez-vous avec Sophia, j'étais indéniablement déçu. J'avais abordé le rendez-vous avec de faibles attentes,
surtout parce que je voulais faire plaisir à ma mère, mais à la fin, je savais que ce n'était pas ce que je cherchais. Naturellement, ma mère n'était pas trop contente quand je lui ai fait part de mes pensées. En fait, elle était visiblement contrariée, presque comme si je l'avais personnellement offensée en ne donnant pas à Sophia ce qu'elle considérait comme une véritable chance. Elle n'a cessé de me dire que je n'avais pas pris le temps de vraiment connaître Sophia, insistant sur le fait que si j'essayais un peu plus fort, je verrais ce qu'elle voyait. Mais j'avais pris ma décision. Je lui ai dit, aussi fermement que possible, de laisser tomber l'idée de nous deux et qu'il valait mieux que nous passions à autre chose. J'aurais dû mieux savoir. Ma mère n'était pas quelqu'un qui abandonnait facilement, surtout quand elle avait le cœur mis sur quelque chose, ou en l'occurrence, quelqu'un. Peu de temps après cela, ma mère m'a invité chez elle, ce qui n'était pas inhabituel. Mes parents me demandaient souvent de passer dîner à la maison ou simplement de prendre des nouvelles. Mais cette fois, quand je suis arrivé, j'ai remarqué que Sophia était également là. Apparemment, ma mère avait pris l'initiative d'inviter Sophia aussi, afin de nous forcer à nous revoir. Une fois que je suis arrivé, mes parents se sont précipités hors de la maison, avec des sourires presque espiègles, en disant « Profitez de votre rendez-vous ». J'étais absolument mortifié. À en juger par la réaction de Sophia, je suis sûr qu'elle ressentait la même chose. Nous sommes restés là un moment, à nous regarder maladroitement, aucun de nous ne sachant vraiment quoi dire ou comment gérer la situation. C'était comme être arrangé pour un rendez-vous auquel on n'avait pas consenti, en plein milieu de la maison de mes propres parents, sans issue en vue. Pendant quelques minutes, nous sommes restés là en silence, sans savoir quoi faire. J'aurais pu facilement trouver une excuse et partir, mais je ne voulais pas l'embarrasser davantage. Après tout, elle était autant victime du zèle de ma mère à vouloir nous caser que moi. Alors, plutôt que de m'enfuir, nous avons échangé des rires gênés, reconnaissant à quel point la situation était bizarre, puis nous nous sommes finalement assis pour discuter. Je me suis dit que, puisque nous étions déjà là et que nous n'avions rien de mieux à faire, autant lui demander de me parler un peu plus d'elle. Elle a admis, assez ouvertement, qu'elle m'avait apprécié après notre premier rendez-vous et était sous l'impression que j'avais ressenti la même chose. Mais ensuite, lorsque je ne l'ai jamais rappelé ou fait d'efforts pour la contacter, elle s'est sentie perdue. Je lui ai dit, aussi doucement que possible, que même si elle était effectivement une personne gentille et belle, je sentais que nous avions des objectifs de vie très différents car elle souhaitait être femme au foyer. Sophia m'a alors expliqué que son intention n'était pas de rester à ne rien faire à la maison, même si nous n'avions pas d'enfants tout de suite. Elle a commencé à me parler davantage de son travail bénévole à l'église, et comment elle consacrait ses journées à travailler avec des enfants et à aider ceux dans le besoin. Son explication m'a donné une nouvelle perspective. J'ai commencé à voir une Autriche du côté de Sophia, un aspect que je n'avais pas pleinement apprécié auparavant. J'ai réalisé qu'au fond, Sophia semblait être une personne authentiquement chaleureuse et gentille, du moins c'est ainsi qu'elle se présentait à moi initialement. Bien qu'elle ne soit pas exactement portée par des ambitions professionnelles ou des objectifs personnels élevés, elle semblait avoir trouvé sa vocation dans le fait de prendre soin des autres, et ce niveau de générosité d'esprit est rare. Donc, malgré les réserves que j'avais et les doutes persistants sur notre compatibilité, j'ai décidé de sauter le pas et de l'inviter à un autre rendez-vous. Sophia et moi avons fini par sortir ensemble pendant environ un an avant de décider de passer à l'étape suivante et de nous fiancer. J'avais également été promu au travail pendant cette période, ce qui a considérablement augmenté mes revenus et m'a donné un sentiment de stabilité. Je me sentais financièrement à l'aise pour soutenir Sophia une fois mariée, ce qui m'a donné la confiance de lui faire ma demande. Cependant, le moment de la demande n'était pas entièrement ma décision seule. Nos mères à toutes les deux, en particulier la mienne, avaient discrètement poussé pour que nous nous marions plus tôt que tard. Elles nous rappelaient sans cesse que l'horloge biologique de Sophia tournait, même si aucun de nous n'avait de projets immédiats pour fonder une famille. Mais la pression venant d'elles était constante, et leur insistance m'a fait penser que se marier plus tôt était la prochaine étape naturelle. Lorsque nous nous sommes finalement fiancés, ma mère, fidèle à sa nature, a pris en charge l'organisation du mariage. Elle a insisté pour avoir une cérémonie grandiose, ne lésinant pas sur les dépenses, et a proposé de financer entièrement l'événement elle-même. Ma mère était déterminée à réaliser le mariage de rêve de Sophia comme s'il s'agissait du mariage de sa propre fille, un geste à la fois généreux et quelque peu étouffant. De l'endroit aux fleurs en passant par la liste des invités, aucun détail n'était trop petit pour qu'elle s'y attarde. La cérémonie s'est révélée incroyablement somptueuse, beaucoup plus grandiose que je ne l'avais anticipé, mais voir à quel point Sophia était heureuse en valait la peine. Après le mariage et la lune de miel, j'ai rapidement J'ai repris ma routine de travail, plongeant à nouveau dans mon emploi,
qui était plus exigeant que jamais en raison de ma récente promotion. Pendant ce temps, Sophia a emménagé chez moi, et comme nous l'avions discuté auparavant, elle a commencé à embrasser pleinement son rôle d'épouse au foyer. Elle était un modèle, bien qu'elle ait continué son travail de bénévolat dans une église de ma localité, qui la passionnait toujours. Cependant, ce n'est pas longtemps après que nous nous sommes installés dans la vie conjugale que j'ai commencé à remarquer certaines choses dans la routine de Sophia qui semblaient étranges. Comme nous n'avions jamais vécu ensemble auparavant, j'apprenais tous ces petits détails sur ses habitudes quotidiennes que je n'avais pas remarquées quand nous étions en couple. Une chose qui ressortait vraiment était comment elle insistait régulièrement pour que j'envoie de l'argent à sa mère chaque mois. Elle soutenait que nous avions largement de quoi, et qu'en tant que bon gendre, c'était mon devoir d'aider à subvenir aux besoins de sa mère. J'ai trouvé cela étrange, surtout que cela n'avait jamais été mentionné avant notre mariage. J'avais toujours supposé que son oncle s'occupait des besoins de sa mère, mais maintenant, sans crier gare, on attendait de moi une contribution financière. Deuxièmement, Sophia sortait souvent et rentrait très tard le soir. Je m'attendais à ce qu'étant une femme au foyer, elle soit plus souvent à la maison, s'occupant des tâches ménagères comme la cuisine et le ménage pendant la journée. Mais au lieu de cela, elle semblait toujours pressée quand je rentrais du travail, et commençait frénétiquement à préparer le dîner tard le soir. Chaque fois que je lui demandais pourquoi elle rentrait si tard, elle me disait comment elle aidait quelqu'un, que ce soit un sans-abri qu'elle avait rencontré ou un enfant de la communauté qui avait besoin de conseils. Je ne voulais pas la décourager de faire ce qu'elle considérait comme important. Mais en même temps, je pensais qu'il y avait au moins une compréhension selon laquelle, en tant que femme au foyer, elle exécuterait certaines responsabilités ménagères. Ce n'était pas le cas. Nos repas étaient souvent en retard, ou elle préparait quelque chose à la dernière minute. La lessive n'était jamais faite à temps, et la maison était rarement nettoyée comme je le pensais. J'ai essayé de ne pas en faire un gros problème au début, mais avec le temps, je ne pouvais m'empêcher de me sentir frustré. J'ai commencé à en parler avec elle, ayant plusieurs conversations calmes sur la façon dont elle pourrait concilier son travail de bénévole et ses responsabilités à la maison. À chaque fois, elle m'a promis qu'elle changerait et ferait mieux, mais le schéma n'a jamais changé. C'était toujours la même histoire, dîner tardif, tâches inachevées et excuses sur le fait qu'elle avait été très occupée à aider les autres. Un week-end où elle était, une fois de plus, en train de faire du bénévolat, j'ai décidé d'aller la surprendre à l'église où elle prétendait faire du bénévolat. Je pensais que ce serait peut-être agréable de passer du temps avec elle dans son élément, et je me suis dit que je pourrais même lui donner un coup de main si elle avait besoin d'aide. Lorsque je suis arrivé à l'église, j'ai demandé après Sophia, m'attendant à la trouver en train de faire son bénévolat. Cependant, les personnes à l'église semblaient confuses lorsque j'ai mentionné son nom, et après avoir demandé à plusieurs personnes, il est devenu évident que ma femme n'avait jamais fait du bénévolat là-bas. En fait, personne ne savait qui elle était. J'ai senti un nœud se former dans mon estomac en intégrant cette information. Pendant des mois après notre mariage, Sophia m'avait dit qu'elle passait ses journées à faire du bénévolat dans cette église en particulier, mais maintenant j'apprenais qu'elle n'avait même pas mis les pieds à cet endroit. J'ai essayé de me convaincre que peut-être j'avais fait une erreur. Peut-être avais-je mal compris le nom de l'église, ou peut-être faisait-elle du bénévolat ailleurs à proximité. Plus tard dans la soirée, lorsqu'elle est rentrée à la maison, j'ai décidé de rester calme. Je lui ai demandé de manière décontractée comment s'était passée sa journée, et elle s'est lancée dans son explication habituelle sur le dur labeur de la journée, me racontant en détail toutes les personnes qu'elle avait aidées et ce qu'elle avait accompli. Après qu'elle ait terminé, je lui ai demandé directement dans quelle église elle avait fait du bénévolat, juste pour voir si elle me donnerait la même réponse. Bien sûr, elle a repris tête le nom de l'église que j'avais visitée plus tôt, la même où on m'avait dit qu'elle ne travaillait pas. C'est à ce moment-là qu'il est devenu clair pour moi que quelque chose n'allait pas sérieusement. Sophia m'avait menti, pas juste une fois, mais à plusieurs reprises, sur l'endroit où elle passait son temps. Ce n'était pas juste un simple malentendu, elle me trompait délibérément, et je ne comprenais pas pourquoi. Que faisait-elle vraiment toute la journée? Pourquoi me mentait-elle encore et encore? Quelque chose se tramait, et j'étais déterminé à découvrir la vérité. Le lendemain même, au lieu d'aller travailler comme d'habitude, j'ai garé ma voiture à quelques pas de notre maison, assez loin pour ne pas être vu mais assez près pour surveiller Sophia. J'avais pris ma décision, j'allais la suivre et voir où elle passait sa journée. Je voulais qu'elle me prouve le contraire, qu'elle se rende à l'église comme elle le prétendait toujours, et que tout ce soupçon soit un malentendu. Je me préparais même mentalement à lui avouer plus tard, à m'excuser de douter d'elle, et à expliquer que j'avais laissé mon insécurité prendre le dessus. Mais ce qui s'est passé ensuite était quelque chose pour lequel je n'aurais jamais pu me préparer.
1 heure après avoir quitté la maison, je l'ai vue sortir par la porte d'entrée, mais au lieu des vêtements conservateurs habituels qu'elle portait souvent à la maison ou avec moi, elle était habillée complètement différemment en short et débardeur, une tenue que je ne lui avais jamais vue porter auparavant. J'ai observé alors qu'elle montait dans la voiture, et au lieu de conduire en direction de l'église comme je m'y attendais, elle a pris la direction opposée. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Je l'ai suivie, restant quelques voitures derrière pour éviter de soulever des soupçons. Je me disais sans cesse qu'il devait y avoir une explication logique, peut-être qu'elle faisait une course, peut-être qu'elle rencontrait quelqu'un d'autre de l'église, peut-être, finalement, elle s'est garée dans un quartier calme et devant une maison que je ne reconnaissais pas. Ce n'était pas chez sa mère, et cela n'appartenait à aucun de ses cousins autant que je le sache. J'ai vu un homme sortir de la maison pour l'accueillir. Mon cœur a chuté en les voyant s'étreindre. Et puis, à ma grande surprise, ils se sont embrassés sur l'allée. Ils se tenaient l'un l'autre, les bras enlacés comme si c'était la chose la plus naturelle du monde pour eux. Je ne pouvais pas respirer. C'était comme regarder un accident de voiture au ralenti, sauf que c'était moi qui m'écrasais, et je ne pouvais rien faire pour l'arrêter. Mes mains se sont serrées autour du volant alors que j'essayais de comprendre ce que je venais de voir. Sophia et l'homme sont ensuite rentrés dans la maison, les bras enlacés, comme si c'était quelque chose qu'ils avaient fait 100 fois auparavant. J'avais la nausée. Une chose me semblait claire, ce n'était pas juste une aventure aléatoire ou une erreur unique. La manière dont ils interagissaient, le confort entre eux, il était clair que c'était une liaison de longue date. Mon cœur semblait avoir été arraché de ma poitrine. Tous les doutes, les horaires étranges, les excuses bizarres, tout commençait à prendre sens maintenant. Elle menait une double vie, me mentant sur l'endroit où elle passait son temps tout en entretenant cette liaison juste sous mon nez. Mon premier instinct a été d'appeler ma mère. Je voulais me confier, tout lui dire, entendre sa voix et obtenir un certain réconfort. Mais je savais que si je lui disais, elle appellerait sans aucun doute immédiatement Sophia, que ce soit par colère ou par surprise, et cela mettrait Sophia au courant. Je ne voulais pas que Sophia sache que j'avais découvert, du moins pas encore. J'avais besoin de preuves. J'avais besoin de preuves concrètes de son aventure afin que lorsque viendrait inévitablement le moment de la confronter, j'ai tout ce dont j'avais besoin pour mettre fin à ce mariage. Je devais être intelligent. Pendant 2 semaines après cette découverte choquante, j'ai concentré toute mon énergie à rassembler les preuves dont j'avais besoin pour enfin confronter Sophia et engager la procédure de divorce. Pendant ce temps, j'ai rencontré un avocat pour m'assurer que mes biens seraient protégés autant que possible lorsque le divorce serait prononcé. Je savais que Sophia et moi n'avions pas de prétention l'accord, et je voulais m'assurer que les conséquences de cette trahison ne me laissent pas dans la ruine financière. La soirée où j'ai finalement confronté Sophia m'a semblé surréaliste. Je l'ai fait asseoir et je lui ai calmement dit que je savais pour sa liaison. Elle avait l'air choquée au début, et a même essayé de discuter, de nier ce que je disais, mais j'étais prêt pour cela. Un par un, je lui ai présenté toutes les preuves que j'avais rassemblées au cours du dernier mois, des photos d'elle avec l'homme, des captures d'écran de leurs messages textes que j'avais collectés sur son téléphone, et même des enregistrements des jours où elle m'avait menti sur le fait d'aller à l'église. À chaque preuve que je révélais, elle savait qu'il n'y avait aucun moyen de s'en sortir. Finalement, à contre-cœur, elle a avoué. Elle a admis que l'homme qu'elle voyait était son petit ami de lycée, que j'avais déjà découvert après avoir fait des recherches et l'avoir trouvé sur Facebook. Elle a essayé de minimiser toute l'affaire, en disant qu'elle était juste stupide et qu'elle plaisantait juste avec lui, rien de sérieux. Elle a affirmé ne pas avoir eu l'intention d'aller aussi loin. Mais je n'y croyais pas. Je l'ai regardée dans les yeux et je lui ai fermement dit que j'allais demander le divorce. Elle était stupéfaite. Je pense que, quelque part dans son esprit, elle croyait pouvoir s'en sortir par la parole, que je lui pardonnerais d'une manière ou d'une autre ou serais influencée par ses excuses. Mais quand elle a réalisé que je étais sérieux, elle a essayé de s'y opposer. Elle m'a supplié de reconsidérer, disant qu'elle pouvait changer et que nous pourrions arranger les choses. Mais ces supplications sont tombées dans l'oreille d'un sourd. Je savais que si je restais, je ne pourrais plus jamais lui faire confiance. Je lui ai calmement dit de faire ses bagages et de partir. Pour m'assurer qu'il n'y aurait pas de confusion ou de tentative de manipulation de la situation avec nos familles, j'ai créé un groupe de discussion avec mes parents et la mère de Sophia. Dans le chat, j'ai tout expliqué clairement. J'ai envoyé toutes les preuves de l'infidélité de Sophia, les photos, les messages textes, tout. Je voulais qu'ils sachent toute la vérité. Je traduirai le texte en français. Je ne voulais pas laisser place à des interprétations erronées concernant les raisons de mon divorce avec Sophia,
et je voulais empêcher tout récit mensonger de sa part ou de la part de sa mère. Je savais qu'une fois la nouvelle révélée, l'enfer se déchaînerait, et je ne voulais laisser aucune place à des malentendus. Comme je m'y attendais, les réactions furent intenses. Ma mère était furieuse, indignée que Sofia m'ait trahi, mais en même temps, elle et la mère de Sofia n'ont pas pu s'empêcher de me supplier de reconsidérer ma décision. Malgré les preuves indéniables de l'infidélité de Sofia, elles m'ont supplié de trouver en mon cœur la force de lui pardonner et de lui donner une nouvelle chance. Heureusement, mon père était à mes côtés. Il m'a assuré que je prenais la bonne décision, et que personne ne devrait rester avec un partenaire infidèle, quelles que soient les circonstances. Il m'a dit que je méritais mieux et a soutenu ma décision de poursuivre le divorce. Une semaine après avoir déposé le dossier de divorce, Sofia et sa mère sont venues chez moi sans prévenir. Sofia m'a révélé qu'elle était enceinte de mon enfant. Ma réaction immédiate a été l'incrédulité. J'ai catégoriquement refusé d'accepter que j'étais le père, vu son adultère. La mère de Sofia s'en est prise à moi, m'accusant de ruiner la vie de sa fille en ne prenant pas la responsabilité du bébé et en divorçant si soudainement. Elle m'a fait passer pour le méchant. Plus tard, ma propre mère a insisté encore plus. Elle m'a parlé de comment les enfants peuvent tout changer dans un mariage, de comment avoir un bébé pourrait rapprocher Sofia et moi, comme si la grossesse était une solution magique à l'infidélité. Elle m'a dit que Sofia avait promis de ne plus jamais tromper et que je devais envisager l'avenir de l'enfant, pas seulement ma fierté. Elle m'a fait me sentir coupable de m'éloigner d'un mariage où la confiance avait disparu. Même quand je n'ai pas cédé à ses arguments, ma mère, désespérée, a menacé de témoigner contre moi au tribunal le moment venu, surtout si la question de la pension alimentaire pour enfants se posait. Elle a dit qu'elle ferait en sorte de me faire passer pour le méchant. Je suis sûr d'avoir payé pour le bébé, que ce soit le mien ou non. L'ADN n'a pas d'importance, la famille reste la famille, a-t-elle argumenté, sous-entendant qu'elle se fichait de qui était le père biologique. Elle était déterminée à revendiquer l'enfant comme son petit enfant, même si cela signifiait me faire face au tribunal. Et c'est exactement ce qu'elle a fait. Fidèle à sa parole, ma mère a témoigné contre moi lors de la procédure de divorce, ce qui a été l'une des trahisons les plus douloureuses que j'ai jamais vécues. Mon avocat et moi avons lutté pour que le tribunal comprenne que Sofia avait été infidèle et qu'il y avait une possibilité réelle que l'enfant ne soit pas le mien. Mais ma mère et la mère de Sofia ont témoigné que l'affaire de Sofia n'était pas sexuelle, minimisant son infidélité comme si c'était une erreur innocente. Ils ont même argumenté que, parce que Sofia et moi avions eu des moments intimes quelques semaines avant notre séparation, juste au moment où j'avais découvert son affaire, le bébé devait être le mien. Heureusement, à la fin, le juge a décidé qu'il ne pouvait pas prendre de décision finale concernant la pension alimentaire ou la paternité avant la naissance du bébé et qu'un test de paternité approprié devait être réalisé. Ce n'est qu'alors qu'il serait déterminé si j'étais le père biologique ou non. J'étais soulagé. C'était comme une petite victoire dans ce qui avait été un processus épuisant et douloureux. Au moins maintenant, je ne serais pas obligé de subvenir aux besoins d'un enfant qui pourrait ne pas être le mien sans preuve solide. Mais ma mère, Sofia et sa mère étaient furieuses du résultat. Ma mère est ensuite venue me voir et m'a dit qu'elle aurait préféré que je ne sois pas son enfant et que si j'étais vraiment un homme, je devrais remonter mon pantalon et accepter l'enfant de Sofia comme le mien, peu importe ce que prouverait le test de paternité. Au cours des derniers mois, ma mère a raconté des mensonges sur moi à tous les membres de notre famille, me présentant comme le méchant qui aurait détruit mon mariage à cause de ce qu'elle affirmait n'être qu'une erreur ponctuelle de Sofia. Peu importe les preuves que j'ai présentées ou le nombre de logiques aux arguments que j'ai avancés, ma mère s'est accrochée à son récit, me blâmant pour tout ce qui avait mal tourné. Vous imaginez donc ma satisfaction lorsque le jour des résultats du test de paternité est enfin arrivé. Sofia a accouché d'une fille cette semaine, et nous avons rapidement fait le test. Il s'est avéré que le bébé ne m'appartenait pas, comme prévu. Lorsque j'ai partagé les résultats avec Sofia, elle a fondu en larmes, me suppliant d'accepter l'enfant. Elle a argumenté que ses amis et sa famille allaient la rejeter, ainsi que sa fille, si je ne prenais pas mes responsabilités. J'ai ressenti une profonde sympathie pour sa situation, mais cela n'a pas changé le fait que je n'étais pas le père. Désolé, mais je ne peux pas le faire, lui ai-je dit fermement. Ce n'est plus de ma responsabilité. Depuis, Sofia a continué de m'appeler et de me laisser des messages vocaux en me suppliant de reconsidérer ma position. Ida pour ne pas revendiquer l'enfant de Sofia comme le mien. Mise à jour 1 donc, pour tous ceux qui demandent, Sofia argumente que puisque je ne vais probablement pas avoir d'enfant de sitôt, je devrais considérer ce bébé comme le mien, même si elle m'a trompé. Elle a également révélé que le garçon avec qui elle avait une liaison,
son amour de lycée, a refusé de l'épouser. En fait, il n'a jamais été prêt à s'engager, c'est pourquoi elle a dû m'épouser en premier lieu. Il est évident qu'elle voulait m'utiliser comme une vache à lait tout en continuant sa liaison avec lui. Honnêtement, j'espère qu'elle l'emmènera au tribunal pour obtenir une pension alimentaire pour enfants, mais à ce stade, je m'en fous. Mise à jour 2, j'ai suivi les conseils de tout le monde et j'ai publié une annonce publique pour annoncer que je ne suis pas le père de l'enfant de Sophia. J'en avais assez que ma mère soutienne Sophia après la manière dont elle m'avait trompé et je voulais lui faire honte, exactement ce qu'elle avait fait avec moi pendant des mois. Et bien devinez quoi? Après avoir fait ma publication dénonçant ma mère pour soutenir Sophia, elle m'a appelée furieuse parce que les gens avaient commencé à se retourner contre elle. Elle m'a accusé de la trahir, ce qui était ironique puisque c'était elle qui m'avait en fait poignardé dans le dos en témoignant. Ma mère a porté plainte contre moi devant le tribunal et a essayé de me faire payer une pension alimentaire pour enfants. Beaucoup des amis et des proches de ma mère l'ont en fait cru au début, mais maintenant, avec les résultats du test de paternité, il est clair que ma mère avait tort à propos de Sophia. Les gens la critiquent dans les commentaires de mon message ainsi qu'en face à face, lui disant qu'elle doit être une meilleure parent pour moi et que je suis la véritable victime de cette situation. Après que ma mère a appelé pour me crier dessus, elle et mon père ont fini par avoir une énorme dispute. Il en avait marre de sa façon de me harceler constamment et a menacé de la quitter si elle ne laissait pas tomber son idée folle de me forcer à accepter l'enfant de Sophia, même si ce n'est pas le mien. Mise à jour 3, cela fait 5 mois depuis ma dernière mise à jour. Mes parents ont décidé de se séparer le mois dernier. C'est parce que ma mère a refusé de changer, et elle a même commencé à se faire appeler grand-mère par l'enfant de Sophia. Elle donne de l'argent à Sophia chaque mois et se propose même pour garder son enfant. Il semble qu'elle réalise enfin son rêve d'avoir une fille perdue comme elle l'a toujours souhaité. Cependant, mon père en a marre car il estime que c'est borderline inapproprié et ne veut rien avoir à faire avec Sophia ou son enfant. Cela a entraîné de multiples disputes où ma mère a refusé de prendre ses responsabilités. En conséquence, mon père a déménagé et loge chez moi. Ça me brise le cœur de voir que ma mère choisit de se concentrer sur la fille de mon ex-femme trompeuse plutôt que sur sa propre famille. Quoi qu'il en soit, mon père parlera à un avocat cette semaine et poursuivra la procédure de divorce.